Bonjour. Oui, donc on va d'abord, Théodore, Charlotte et moi, vous faire une petite présentation de l'ensemble des permanences qui sont organisées par le barreau de Paris et barreau de Paris Solidarité. Et puis, on donnera la parole à Sophie Soubiran qui vous expliquera, alors, je fais entrer en même temps, dans quelles circonstances vous pouvez aller voir un avocat, comment l'avocat prend en charge les personnes qui viennent les voir dans le contexte de violences sexistes et sexuelles. Et voilà, donc moi, c'est Aurélia, Théodore et Charlotte. Tu veux ajouter quelque chose en intro? Non, non, c'est parfait. Donc, on va essayer de faire ça un peu rapidement pour que Sophie puisse avoir du temps pour échanger avec vous. Donc là, je partage le PowerPoint. C'est un support qu'on pourra vous communiquer à la fin pour que vous puissiez après vous reporter pour les permanences, les lieux, etc., pour que ce soit plus simple. Donc, le barreau de Paris organise un ensemble de... Ça, c'est un contexte un peu général, plus général que le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le barreau de Paris organise un ensemble de dispositifs et de permanences de consultation gratuites à destination de tout public. Alors, c'est plutôt les publics vulnérables, mais l'accueil est totalement inconditionnel à ces permanences. Donc, vous n'avez pas, les justiciables n'ont pas à justifier de leurs ressources ou de leur situation administrative. Donc, ça peut tout à fait être quelqu'un en situation de grande précarité ou pas, en situation régulière ou pas. Ça représente, pour l'accès au droit, un peu plus de 5 700 permanences chaque année. Donc, on ne détaillera pas aujourd'hui l'ensemble de ces dispositifs, mais ils sont organisés notamment dans les mairies, des points d'accès au droit, des maisons de justice et du droit, mais aussi dans d'autres structures parisiennes. Ça permet à peu près d'accueillir plus de 50 000 personnes par an. Donc, pour certaines de ces permanences, les permanences très institutionnelles, les avocats sont rémunérés, enfin en tout cas indemnisés par un petit forfait. Mais on a aussi d'autres permanences qui sont gérées par le barreau de Paris Solidarité et dont on va aussi vous parler, qui sont assurées complètement bénévolement par les avocats parisiens. Pour vous, le public, ça ne change pas grand-chose. Toutes les permanences sont gratuites et ont les mêmes conditions d'accès. Donc ça, c'est un peu notre cuisine interne, mais en gros, les permanences bénévoles sont organisées dans les associations et prennent en charge les personnes en grande précarité. L'idée étant d'aller vers ces publics-là, puisque beaucoup de personnes ne se sentent pas à l'aise pour pousser les portes d'un tribunal et aller voir un avocat lors d'une consultation gratuite ou... alors, pardon, je fais entrer des personnes en même temps. Alors, je m'occupe de faire entrer les personnes, Aurélia, Oui, c'est bon. d'accord. Ouais. Ça marche. Alors, du coup, je ne sais plus où est mon contenu. Peut-être retourne. Ah oui. Donc voilà. Donc l'idée était de développer des permanences dans des lieux moins institutionnels et d'accompagner des travailleurs sociaux au sein même des associations pour accompagner les publics. C'est notamment le cas pour les femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles. Donc ça, c'est l'affiche de Paro Paris Solidarité. Voilà, c'est un peu la fondation du barreau de Paris qui coordonne toutes ces actions solidaires et bénévoles des avocats parisiens. Donc, les principes de toutes les permanences, c'est l'anonymat. Les personnes qui s'y présentent n'ont pas à donner leur nom. La gratuité et l'accueil inconditionnel, comme je viens de le dire, sont des permanences de 3 heures et chaque consultation dure en moyenne 20 minutes. C'est une moyenne dans certaines permanences. S'il y a moins de monde et si le dossier est un peu compliqué, l'avocat peut prendre plus de temps. Voilà, 20 minutes, c'est vraiment pour les permanences dans lesquelles il y a beaucoup de monde et pour permettre au plus de personnes possible d'avoir accès à une consultation. Mais dans certaines permanences, et notamment la permanence du bus pour les femmes victimes de violences, l'avocat prend plus de temps. Il y a la possibilité de solliciter un droit de suite. Donc, le principe de l'anonymat, c'est aussi pour l'avocat. L'avocat n'a pas le droit de donner sa carte à la personne qui vient le voir en permanence.
En revanche, si le contact se fait bien, s'il y a des procédures à engager et si la personne qui vient voir l'avocat a envie de lui confier son dossier, c'est toujours possible, puisque l'idée, c'est aussi de démocratiser un peu l'accès à un avocat. Et si on crée un lien, qu'on a raconté son histoire pendant 1 heure à l'avocat qu'on vient voir, on a peut-être envie aussi de lui confier son dossier. C'est possible. Et dans ce cas-là, la personne écrit une lettre en disant qu'elle veut confier son dossier à l'avocat. Elle lui confie cette lettre pendant la permanence et l'avocat nous écrit pour nous demander l'autorisation de suivre le dossier. Ça se fait dans des délais très rapides, 1 ou 2 jours. Et s'il y a une urgence, ça peut même se faire le jour même. Donc voilà, c'est un processus assez simple, mais ça permet d'avoir le filtre de l'ordre, de protéger les victimes ou les justiciables et les avocats, pour que l'ordre puisse avoir un contrôle sur ce qui se passe pendant ces permanences. Donc pour le sujet qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, on a différentes permanences. Je vais commencer, puis après je donnerai la parole à Théo et Charlotte. Donc, on a tout d'abord des permanences au sein du tribunal judiciaire de Paris, donc, qui se trouve dans le 17e arrondissement, porte de Clichy. Il y a une photo du tribunal. Ce sont des permanences qui se tiennent les mardis et jeudis de 14h à 17h. Donc, elles sont avec ou sans rendez-vous. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous au numéro de téléphone au 01 44 32 47 70, mais vous pouvez aussi vous présenter spontanément. Et les personnes peuvent appeler directement dans le local de la permanence. C'est le numéro surligné en rouge, 49 qui termine par 49 95. La spécificité de cette permanence est qu'elle est assurée par des avocats qui sont formés aux problématiques rencontrées par les victimes de violences au sein du couple. On a mis en place une liste d'aide juridictionnelle. Donc, un avocat à l'aide juridictionnelle, c'est un avocat qui est rémunéré par l'État et qui est désigné par l'ordre des avocats pour les personnes en dessous d'un certain plafond de revenus. Donc, une personne qui n'aurait pas les moyens de financer un avocat parce que ses revenus sont en dessous d'un certain plafond qui est fixé par l'État, cette personne peut faire un dossier d'aide juridictionnelle et demander à un avocat qui interviendra pour elle gratuitement, mais qui sera rémunéré quand même par l'État. Donc, on a fait une liste dédiée d'avocats à l'aide juridictionnelle. Ces avocats sont formés aux problématiques juridiques des victimes de violences au sein du couple, donc en droit de la famille, droit pénal ou même droit des étrangers, mais aussi à toutes les problématiques d'emprise et de prise en charge un peu plus globale de ces victimes. L'idée étant vraiment de permettre de limiter la violence institutionnelle rencontrée par ces victimes quand elles sont mal accueillies, mal prises en charge, quand les avocats posent les mauvaises questions parce qu'ils ne sont pas familiers et qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Nous, on a voulu éviter ça dans le cadre de cette permanence. Et donc, ces avocats sont formés, ils ont suivi 3 jours de formation, ils ont validé un QCM pour entrer sur cette liste. L'idée aussi était de faire en sorte qu'une victime ait le même avocat pour l'ensemble de ces procédures, puisque avant la mise en place de cette liste, une victime qui voulait porter plainte contre son conjoint divorcé et avoir des papiers, par exemple, devait faire 3 dossiers d'aide juridictionnelle différentes et avait 3 avocats différents, c'est-à-dire un avocat devant le juge aux affaires familiales, un avocat devant le tribunal correctionnel. Un avocat différent. Donc, elle devait à chaque fois répéter son histoire, etc. Là, l'idée, c'est on a un accord avec le bureau d'aide juridictionnelle et si la victime doit remplir 3 dossiers différents, ce sera le même avocat qui sera désigné pour l'ensemble de ces procédures. Donc voilà, c'est vraiment pour favoriser une prise en charge globale des victimes qui se présentent à cette permanence. Alors, si vous avez des questions, on regardera le chat, il ne faut pas hésiter. Et voilà, donc on a d'autres dispositifs et je laisse Théo les présenter. Merci beaucoup. Donc effectivement, en parallèle de ces permanences qui se passent au tribunal judiciaire de Paris à la porte de Clichy, on a mis en place aussi des permanences tenues par le barreau de Paris Solidarité, c'est-à-dire assurées par des avocats bénévoles et à bord de ce que nous on appelle le bus de la solidarité, qui par ailleurs propose déjà depuis pratiquement 20 ans des permanences juridiques un peu partout dans Paris et sur des thématiques généralistes, et qui, depuis maintenant 2 ans, propose aussi des permanences spécialisées sur certaines thématiques, dont les questions des violences faites aux femmes.
Donc là, une des particularités du bus, c'est qu'on parle vraiment de violence faite aux femmes au sens large, tout type de violence, pas uniquement au sein du couple. L'autre spécialité, c'est qu'effectivement, la spécificité, c'est que les avocats sont vraiment bénévoles et que donc, nous n'imposons pour le coup pas de formation obligatoire à ces avocats, mais ça se passe sur la base du volontariat. Donc, à bord du bus n'interviennent que des avocats qui sont déjà sensibilisés sur la question et volontaires pour intervenir sur ces sujets. Par ailleurs, on encourage quand même vivement la formation. Donc, toutes les formations qui sont organisées par Aurélia pour sa liste d'avocats d'aide juridictionnelle sont transmis et partagés avec les avocats bénévoles qui interviennent au bus. Donc sur le bus, c'est coordonné par moi-même et Charlotte qui est ici, certainement. Et c'est notamment Charlotte qui est vraiment à bord du bus lors des permanences spécialisées pour les femmes victimes de violences. Donc c'est elle qui accueille les personnes qui viennent nous voir, les enregistre, parce qu'on procède à un petit enregistrement statistique, mais parfaitement anonyme. Faut vraiment savoir que quand on vient au bus, on n'est absolument pas obligé de donner son nom. Et ensuite l'oriente vers l'un des avocats qui sera à bord du bus. Donc, je vous montre une photo de l'intérieur du bus. En fait, il est complètement aménagé pour permettre des consultations qui garantissent la confidentialité des échanges. Donc, il y a 3 box, comme vous le voyez là. Et donc, on peut avoir jusqu'à 3 avocats. Alors, on n'en a pas toujours 3 à chaque permanence, mais jusqu'à 3 avocats qui reçoivent simultanément les personnes. Ce qui permet de recevoir pas mal de monde si c'est nécessaire. Je reviens sur la slide précédente pour vous dire que donc, ces permanences-là dédiées aux femmes victimes de violences, c'est un mercredi sur 2 de 12h à 15h. Et c'est possible d'y accéder avec ou sans rendez-vous. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est soit en nous appelant sur le numéro qui s'affiche, soit par mail. Et ça nous permet voilà, d'échanger avec vous et de fixer la date qui vous convient le mieux. Je ne sais pas si Charlotte, à ce stade, tu veux... Je pense que tout est à peu près dit. On peut peut-être indiquer les prochaines dates, si jamais, puisque c'est tous les 15 jours tel qu'indiqué. Mais la prochaine date sera le 8 décembre et ensuite le 22 décembre, puis ainsi de suite tous les 15 jours, de midi à 15h. Et après, je pense que tout a été à peu près dit. C'est vrai que c'est à noter que c'est une permanence spécialisée. Donc, comme le disait Aurélia, les consultations peuvent vraiment être beaucoup plus longues que dans le bus avec les permanences généralistes, qui est assez utile sûrement pour les femmes qui s'y rendent. Oui, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais c'est affiché. Donc, pour ces permanences-là, le bus est stationné devant le 7 rue des Maraîchers. Donc, dans le 20e arrondissement, c'est tout près de l'arrêt de métro Porte de Vincennes sur la ligne 1. Et effectivement, comme Charles vient de le dire, c'est pas du tout comme les autres permanences du bus. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà croisé ailleurs dans Paris, où il y a souvent du monde qui attend et on reçoit beaucoup de monde. Ces permanences-là, heureusement, ne sont pas trop fréquentées, ce qui permet vraiment à l'avocat de passer du temps avec chaque justiciable qui vient nous voir, d'aller un peu au fond des choses et puis aussi d'éviter d'avoir trop de personnes qui patientent aux abords du bus, sachant qu'on a une salle d'attente à l'intérieur du bus pour permettre d'attendre un peu tranquillement et pareil, de garantir la confidentialité. Ça bouge pas. Voilà, ça, c'était juste une rapide carte pour vous montrer les autres points de stationnement du bus. Donc, celle que vous voyez dans le 20e, près de Picpus, là, c'est celle d'une permanence spécialisée pour les femmes victimes de violences. Et toutes les autres sont soit généralistes, soit spécialisées. Donc, vous voyez qu'on est plutôt sur les portes de Paris, plutôt à l'extérieur nord et est, toujours dans la vocation de s'approcher plutôt des quartiers éloignés du droit. Et donc, on a d'autres permanences spécialisées. J'en dis juste un mot, même si c'est un petit peu en dehors du sujet. On a une permanence pour les personnes LGBTQI+, qui seraient victimes de discrimination ou qui auraient des questions juridiques liées à l'orientation sexuelle ou identité de genre. Ça, c'est chaque dernier lundi du mois, 12h, 15h toujours, avec ou sans rendez-vous, avec les mêmes modalités de prise de rendez-vous. Et ça se passe sur le parvis de la mairie du 11e arrondissement. Ça, Voilà. pour les personnes transgenres qui peuvent être aussi victimes de violences, c'est une permanence. Alors, ça peut être aussi la permanence femmes victimes de violences, mais comme les avocats de cette permanence sont vraiment formés aussi à l'accueil de ce public, ça peut être aussi intéressant parfois de les orienter vers cette permanence. Exactement. Et c'est la même logique, comme ce sont des avocats bénévoles et volontaires,
ils sont spécialement sensibilisés sur les questions et à force de venir dans ces permanences-là, ils se spécialisent aussi sur les problématiques qui sont rencontrées par ce public. Donc la permanence femmes victimes de violence, on en a parlé, et puis juste un tout petit mot très rapide sur les permanences dédiées aux droits des étrangers, droits d'asile, qui ont lieu tous les vendredis entre 14h et 17h à la porte d'Aubervilliers. Donc tout ça, c'est à bord de bus, hein. Celles-ci, donc droits des étrangers, sont vraiment sans rendez-vous, on y accueille beaucoup de monde. Je l'ai mentionné quand même parce qu'il peut arriver que des femmes en situation irrégulière sur le territoire soient victimes de violences. Et certaines procédures peuvent permettre, dans le même temps qu'on dénonce ces violences, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Donc je pense qu'il serait plus indiqué d'aller d'abord à une permanence pour les femmes victimes de violences. Là, les avocats sauront aussi engager les procédures en matière de droit des étrangers. Mais si jamais on veut amorcer quelque chose rapidement sur ce sujet-là, on peut aussi venir sans rendez-vous un vendredi après-midi pour rencontrer un avocat qui sera donc spécialisé en droit de l'étranger, pas spécialement sur les violences. Et puis en termes d'autres dispositifs qu'on a mis en place, donc toujours avec le barreau de Paris Solidarité, donc toujours à titre bénévole, il y a une permanence qui a récemment ouverte à la Cité Audacieuse, qui est en partenariat avec la Fondation des femmes, donc qui est située dans le 6e arrondissement. Cette permanence a lieu une fois par mois, les premiers mardis du mois le matin. Et pour obtenir un rendez-vous, donc, il suffit de remplir le lien que vous voyez apparaître ici, ou à nouveau de nous écrire. De manière générale, si vous avez la moindre question sur où vous dirigez, quelle permanence viser, etc., n'hésitez pas à nous écrire. Donc l'adresse mail barreau-solidarité@avocatparis.org. Et en général, Charlotte et moi y avons accès, et donc on vous orientera sur cette base-là. Donc aussi une mention de l'association Avocats Femmes et Violences. Donc ça, c'est pas directement nous qui nous en occupons, mais c'est aussi des avocats volontaires qui l'assurent. Donc vous pouvez les joindre par téléphone lundi, mardi et jeudi en soirée, entre 15h et 19h. Et un mot très rapide sur le dispositif 365, qui est en fait un programme très spécial qui est mené aussi par le barreau de Paris en lien avec la Fondation des femmes, qui ne propose pas de permanence physique, donc on ne peut pas s'y rendre directement. Mais lorsque vous vous approchez d'une association locale d'aide aux femmes victimes de violences, elles peuvent prendre contact, elles, avec la Fondation des femmes. Et si c'est nécessaire, si la personne ne peut pas bénéficier de l'aide juridictionnelle et qu'elle a quand même besoin de l'assistance d'un avocat, la Fondation va nous solliciter pour qu'on aille chercher directement un avocat bénévole qui accepte de prendre en charge cette procédure bénévolement. Donc c'est de la mise en lien par mail via une procédure un peu spécifique qui doit passer par d'abord une association locale, ensuite la Fondation des femmes et ensuite le barreau. Mais ça permet de combler les trous lorsqu'on arrive pour des personnes qui ne pourraient pas forcément se déplacer dans une de nos permanences, qui n'ont pas non plus accès à l'aide juridictionnelle, mais qui n'ont pas les moyens par elles-mêmes de trouver un avocat sur ces questions. On essaie de combler les trous avec ça. Les permanences pour les mineurs. Donc, on a des permanences tous les jours au tribunal judiciaire du lundi au vendredi de 14h à 17h. Donc, si la personne qui est victime de violence ou d'agression ou discrimination est mineure, il faut plutôt l'orienter vers ces permanences-là. Après, bon, les permanences mineurs isolés étrangers, ça concerne moins le sujet d'aujourd'hui, mais bon, si ça peut vous intéresser, il y a aussi des avocats qui contestent les refus de minorité des dispositifs de l'État. Donc, un mineur non accompagné à qui on dirait qu'il n'est pas mineur peut venir à cette permanence et nous, les avocats de l'antenne des mineurs essaieront de contester ce refus de constatation de minorité et de saisir un juge pour le faire rentrer dans les dispositifs de l'ASE. Voilà. Mais tous les après-midi du lundi au vendredi, c'est pour tous les types de mineurs. Donc, il ne faut pas hésiter à les orienter vers ces permanences. On a une permanence à la Maison de Solène, là, qui sont pour les adolescents et les adolescentes surtout qui sont hospitalisés. Les problématiques principales sont les violences sexuelles intrafamiliales. On a beaucoup de mineurs concernés par ces problématiques. Et les permanences au point d'accès aux droits jeunes, donc qui sont plus qu'ébranlis, on modifiera la slide avant de vous l'envoyer, mais qui sont place du Louvre dans le 1er arrondissement,
Donc là, c'est pour les jeunes majeurs entre 18 et 25-30 ans, des avocats qui assurent des permanences en droit du travail, droit des étrangers, droit pénal et droit du logement. Mais il y a des prises en charge globales, il y a des juristes sur place qui peuvent aussi faire des démarches administratives, d'aide au logement ou à la régularisation. Donc voilà, si vous avez des jeunes, il ne faut pas hésiter à les orienter aussi vers ces permanences. Voilà, donc là, ce sont les liens vers vers nos sites internet et là où vous pourrez retrouver les informations dont on vient de parler. Alors sur le site Droit d'urgence, on ne l'a pas mis, mais il y a aussi le Droit d'urgence a mis en place une plateforme qui s'appelle Droit Direct, qui est vachement efficace parce que alors, vous avez un système de chatbot. Donc les femmes peuvent aller sur ce site internet. Il y a aussi un onglet sur le site Droit Direct, je ne sais pas si qui permet de fermer la page et d'effacer l'historique. Voilà, ça c'est la plateforme Droit Direct. Donc vous avez un système de chat et vous pouvez cacher le site. Donc une personne voilà, qui aurait besoin de quitter le site en urgence parce que son mari arrive ou quelqu'un pourrait cacher le site tout de suite et ça disparaît de l'historique. Voilà, et donc en fait, cette plateforme met la victime en lien avec le bon interlocuteur. Donc un avocat si c'est une problématique juridique, un travailleur social, une association. Donc voilà, c'est par système de questions et vous pouvez aussi poser des questions directement. Ça analyse le besoin en fonction des réponses et ça vous oriente vers la bonne structure. Donc ça peut être aussi intéressant d'orienter ou en tout cas d'évoquer ces plateformes avec des personnes que vous souhaiteriez orienter. Voilà, alors je crois que pour nous c'est fini. Donc, je vais arrêter le partage. C'était ça, hein, c'était la dernière slide. Ouais, c'est ça. Juste un mot sur le site de la ville de Paris précédent. Il recense aussi tous les points d'accès au droit, y compris ceux qui sont spécialisés aussi sur les questions de violences faites aux femmes. Je pense notamment au point d'accès au droit du 20e, Ouais, sur tout à lequel fait. vous pouvez donc prendre rendez-vous avec des juristes spécialisés. C'est aussi des ressources. Donc, le barreau de Paris est partenaire de ces points d'accès au droit, mais il va y avoir aussi, au-delà des avocats, des juristes, des travailleurs sociaux qui sont aussi spécialisés sur les questions. Oui, le point d'accès au droit du 20e est vraiment spécialisé. Il y a une juriste qui fait aussi des prises en charge au-delà du conseil juridique, mais qui fait des accompagnements et qui est une grande source de prise en charge. Elle fait aussi, elle aide les victimes à faire à effectuer beaucoup de démarches au-delà des conseils juridiques. Voilà, Sophie, bien, je te passe la parole peut-être, ou à Sarah. Non, c'était juste pour faire la transition, mais vous l'avez faite, donc je vous laisse continuer, Maître Soubiran. Merci. Et merci à vous trois. Oui, merci à vous trois. Merci à Madame Boratov et à l'Université de Paris-Saclay de nous permettre comme ça d'exposer les dispositifs qui existent. Donc moi, je suis avocate à la Cour d'appel de Paris. Je travaille, j'ai la chance de travailler avec l'Ordre des avocats sur un certain nombre de sujets qui touchent à l'accès au droit et en particulier sur le sujet des violences faites aux femmes, puisque je travaille par ailleurs avec la force juridique de la Fondation des femmes. Et donc, nous avons évidemment des centres d'intérêt tout à fait croisés et des objectifs communs sur ces questions. Donc moi, je veux laisser suffisamment de temps pour que nous puissions échanger après. Le but de mon intervention, c'est de vous expliquer un petit peu ou de vous rappeler, je ne sais pas très bien quel est votre degré d'information sur le sujet, mais je pense que c'est de toute façon important de le rabâcher, l'importance de ce que j'appelle le réflexe avocat. Et le sens que ça peut avoir de consulter tout de suite, le plus tôt possible. Et ça vient évidemment, ce propos introductif, en parallèle avec ce qui vient d'être dit et plutôt en rebond avec ce qui vient d'être dit, puisque le cabinet d'avocats, ça peut encore pour de nombreuses personnes, et notamment des personnes jeunes, avoir un effet un peu intimidant. On ne sait pas très bien combien on va devoir payer. On est un peu inquiet de passer
passer le seuil d'un cabinet, alors qu'en réalité, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est absolument indispensable. Alors, le réflexe avocat, si vous voulez, je peux prendre comme exemple l'hypothèse malheureusement courante où on a été victime d'une agression sexuelle ou sexiste au sens large, et allant des cas les plus, j'allais dire, courants aux cas les plus graves. Bon, cela dit, le grave est aussi fréquent, mais vous voyez le sens de mon idée. La première étape, c'est de se dire qu'il faut aller déposer plainte tout de suite. Aujourd'hui, le grand public est de plus en plus sensibilisé, s'il n'a pas été directement touché, sur le fait que cette première étape est loin d'être simple. Passer la porte d'un commissariat, en principe, ça doit donner lieu tout de suite, selon la loi, à une prise en charge dédiée spécifique dès lors qu'on vient dénoncer des violences sexuelles. Mais en réalité, les problèmes de moyens et les problèmes de formation encore de certains policiers et gendarmes font que c'est la théorie, mais qu'en pratique, on se retrouve encore trop fréquemment avec des phénomènes de refus de plainte, ce qui est une pratique parfaitement illégale, mais qui continue quand même à exister, ou à des phénomènes où la plainte va être finalement mal prise ou pas prise immédiatement, et on va avoir des gens qui vont renoncer. Alors, évidemment, dans les cas les plus lourds, quand il vient de se produire un viol, le fait d'aller tout de suite faire les constats, c'est quelque chose d'absolument primordial. Moins il y aura de temps entre le moment où le crime aura eu lieu et le moment où les premiers constats pourront être faits, et mieux le dossier pourra être engagé. Mais dans ce cas-là, si on a la possibilité d'avoir contact avec un avocat au plus vite avant, c'est évidemment bien mieux. Mais la question de la durée, de la rapidité de la prise en charge est primordiale. Dans les autres cas, c'est très important de pouvoir avoir ce contact préalable avec un avocat. Parce que quand on est victime d'une agression, quelle qu'elle soit, il y a des mécanismes qui se mettent en place dans le cerveau qui font que va se mettre en place, et c'est Muriel Salmona qui en parle très bien, ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et le principe de la mémoire traumatique, c'est qu'elle n'est pas du tout, enfin en tout cas très peu compatible avec la mémoire, j'allais dire, chronologique. C'est-à-dire que quand vous êtes victime d'une agression, pour le dire très mal, mais pour que vous ayez une idée, tout se mélange un peu en termes de chronologie. On a du mal à exposer simplement ce qui vient de se passer en disant d'abord j'étais là, j'ai fait ça, ensuite il s'est passé ça. Or, le droit pénal, ce n'est que ça. Ce sont des faits décrits et ensuite, avec des preuves, pris en charge par l'institution judiciaire. Donc, ce premier récit et la manière dont on va le livrer à un enquêteur de police qui va prendre une plainte, il est absolument déterminant. Et le fait de voir un avocat qui va vous expliquer ça, qui va vous aider éventuellement en s'aidant et en s'associant avec une association qui va le faire, qui va éventuellement également vous rapprocher d'une thérapeute. Et c'est vraiment cet enjeu-là de pluridisciplinarité qui est important. Et ben, ça va vous permettre finalement d'arriver au moment où vous allez être en face d'un policier qui va prendre votre plainte en étant plus capable de livrer ce récit initial qui forme tout le dossier et de le livrer de manière, j'allais dire, audible et utilisable pour la justice. Voilà. Donc ça, c'est absolument indispensable. D'abord, malheureusement, oui, pouvoir déposer plainte, ne pas se prendre un refus de plainte, et ensuite pouvoir déposer la plainte la meilleure possible. Et d'ailleurs, dans certains cas, on choisit de ne pas conseiller à la personne de se rendre directement au commissariat, mais on rédige la plainte au cabinet et on l'envoie directement au procureur. Parce qu'il y a des cas où effectivement les faits sont compliqués et où aller au commissariat du coin, ce sera pas forcément adapté. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand le dossier est entamé et poursuivi par le procureur, ou en tout cas qu'il y a une enquête qui est en cours, s'entame, j'allais dire, une phase qui est très peu transparente pour la victime. Elle a très peu d'informations.
dans le meilleur des cas, on se retrouve avec des policiers qui sont un peu formés, qui sont un peu soucieux, donc qui vont de temps en temps soit répondre au téléphone, soit appeler pour dire voilà là où nous en sommes. Mais en réalité, ce qui se passe très concrètement la plupart du temps, c'est que c'est une boîte noire complète. Il y a énormément de temps qui se passe parce que les policiers ont une surcharge de travail considérable et que malheureusement, toujours aujourd'hui, ces dossiers-là ne sont pas forcément toujours des priorités. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver pendant des mois complets sans guide, sans savoir où ça va, sans savoir où ça en est. Parfois, les plaintes sont envoyées pour des questions de compétences territoriales. Et vous voyez que le jargon commence à être déjà riche à faire le tour des commissariats. Et finalement, vous n'avez pas d'informations. Alors, l'avocat, là-dedans, n'est pas tout puissant. Nous aussi, nous nous heurtons souvent à des problèmes d'information, mais à tout le moins, on peut à ce moment-là accompagner la victime, lui expliquer les raisons d'un délai, peut-être, en tout cas savoir aller où chercher l'information. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que ça donne quand même une sensation de comprendre un petit peu ce qui se passe, même tout en continuant à critiquer les délais qui sont trop longs. Mais si vous voulez, vous êtes beaucoup moins perdu. Et pour être très concrète, ça évite aussi, quand on a des avocats qui se battent et qui continuent, ça évite aussi que certains dossiers soient carrément perdus entre deux commissariats, quoi, ce qui peut arriver. Voilà. Donc, ensuite, c'est peut-être pas lieu pour vous faire, mon propos n'est pas du tout de faire un cours de procédure pénale, et il y a beaucoup d'options et d'hypothèses à la suite d'une plainte, pour reprendre mon déroulé, pour une agression sexiste ou sexuelle. Mais à partir du moment où l'enquête va être considérée comme terminée par le procureur, il va avoir plusieurs options. Parmi ces options, il y a celle à laquelle on pense le mieux, mais qui ne correspond pas du tout à la majorité des cas, loin de là, qui est celle d'une poursuite devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises pour les cas les plus graves. C'est un moment où il faut évidemment, et là c'est un peu plus intuitif de le considérer, mais où il faut évidemment être assisté d'un avocat. Alors la présence de l'avocat n'est pas obligatoire, mais c'est plus que conseillé, c'est quasiment indispensable, parce qu'à partir de là va s'ouvrir une étape où vous allez devoir fournir des pièces, étudier un dossier, l'étudier avec des lunettes de procédure et avec des lunettes de droit. Et j'allais dire, une victime qui se présenterait toute seule au tribunal correctionnel sans avoir préparé ce qu'elle doit dire, sans comprendre exactement comment elle va être reçue, ce qui va se passer, ça peut donner lieu à ce qu'Aurélia appelait et ce qu'on appelle une double violence institutionnelle. C'est-à-dire qu'on peut en avoir à peu près à toutes les étapes, mais devant le tribunal, j'allais dire, c'est souvent le summum. Donc, c'est très, très important, évidemment, à ce moment-là, d'avoir un avocat qui puisse non pas faire que la procédure soit forcément parfaite, mais au moins vous préparer, vous expliquer ce qui se joue, les enjeux, qu'une procédure pénale, ce n'est pas entre la victime et le prévenu, contrairement à ce qu'on peut penser, mais c'est entre l'État et le prévenu. Donc, c'est le procès du prévenu, dans lequel la victime a une petite place, dans lequel on fait en sorte que la place de la victime soit la mieux respectée possible. Et donc, on explique comment on le fait. Et puis, il ne faut pas se mentir non plus, une certaine culture qui est encore extrêmement sexiste et patriarcale, et qui est celle, malheureusement, d'encore trop nombreux tribunaux. Et c'est important d'y être préparé, pas pour considérer que c'est normal, mais au contraire, pour avoir une barrière et un bouclier supplémentaire contre cette violence-là. Parmi les options du procureur, il y a aussi malheureusement extrêmement fréquemment des classements sans suite de ces dossiers, et spécifiquement dans les cas de violences sexuelles et sexistes, parce que l'argument le plus juridique, c'est que souvent on manque de preuves, et c'est exact. L'argument le plus politique, c'est de dire que ce ne sont pas forcément des dossiers qu'il est très facile du point de vue de la politique pénale de poursuivre en étant certain d'avoir un résultat au bout du compte, à savoir une infraction caractérisée et une peine prononcée. Donc, et puis par ailleurs, il y a aussi la question de l'importance qu'on y met. Alors, je sais que la société avance et l'institution judiciaire aussi, et c'est formidable. Enfin, d'abord, elles n'avancent pas à la même vitesse et elles avancent lentement.
l'une comme l'autre. Donc, l'hypothèse du classement sans suite, qui est souvent extrêmement mal vécue par la victime, qui ne signifie pas qu'elle a menti ou que ce qu'elle a dit n'était pas vrai, mais qui signifie la plupart du temps qu'on n'a pas suffisamment d'éléments dans le dossier à ce stade et compte tenu de l'enquête pour que ça donne lieu à poursuivre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut critiquer et sur lequel on peut faire des recours. Là encore, théoriquement, vous n'avez pas besoin d'avocat pour le faire. En pratique, ça paraît quand même extrêmement périlleux et compliqué d'envisager qu'on puisse se lancer là-dedans sans avoir de formation juridique et sans savoir comment ça fonctionne. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire appel du classement sans suite devant le procureur général, qui est une possibilité qui est encore très peu utilisée et c'est dommage parce que ça veut dire que du premier dossier d'enquête, on va solliciter un autre regard avant d'envisager la deuxième hypothèse, qui est une constitution de partie civile. Alors là, à ce moment-là, on va aller chercher non plus le parquet, mais le juge d'instruction. Et ça entraîne, ce serait trop long de vous le détailler, mais un certain nombre de conséquences, mais en tout cas l'ouverture d'une autre sorte d'enquête qui est une instruction devant cette fois un magistrat du siège. Voilà. Donc là-dessus, pareil, on peut faire des demandes d'actes devant le juge d'instruction. On va être entendu, il va y avoir des confrontations, possiblement. Présence d'un avocat qui connaisse la façon dont ça se passe, qui vous prépare, qui étudie le dossier, on a vraiment, vraiment du mal à imaginer comment on peut faire sans. Alors, sur le principe des permanences qui vous ont été brillamment exposées en première partie, moi, je suis extrêmement attachée et je milite aux côtés, bien sûr, de l'ordre et j'apporte ma toute petite goutte d'eau à la mer sur le fait que cet accès et ce premier contact avec un avocat, il est absolument primordial. Ce qui se passe dans les permanences, moi, de mon point de vue, quand j'en fais, et puis quand on participe aussi aux formations des confrères qui les exercent, enfin qui les assurent, c'est qu'en fait, il se passe l'équivalent de ce qui se passe dans un premier rendez-vous au cabinet. C'est-à-dire que quand on vous dit que l'avocat est un avocat à l'aide juridictionnelle, en réalité, il ne fait pas que ça. L'avocat a parmi toute son activité une activité parce qu'il estime que c'est important que l'accès au droit soit garanti pour tous, pour laquelle il accepte d'avoir des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle et parfois, il assure également des permanences. Donc, en fait, moi, il se passe la même chose globalement dans un premier rendez-vous au cabinet avec quelqu'un qui vient pour déposer un récit de ce qu'elle, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, il peut y avoir des hommes, enfin, quand on parle de violences sexistes et sexuelles, ce sont des femmes, donc une cliente qui va venir au cabinet pour déposer le récit de ce qu'elle a vécu. Donc, il se passe la même chose, ce sont les mêmes conditions de confidentialité. Malheureusement, parfois, il y a un peu moins de temps parce que le principe de la permanence fait qu'il faut pouvoir recevoir tout le monde. Mais bon, on prend le temps qu'il faut, surtout spécifiquement dans ces cas-là. Donc, on vient nous déposer ce qui se passe. Quand il s'agit simplement d'une orientation, c'est possible, ça peut arriver. Alors, on a toutes les références pour dire qu'il faut aller faire telle démarche, qu'on n'est pas forcément dans l'urgence quand il ne s'agit pas, par exemple, d'une agression récente. Enfin, il y a plein d'hypothèses possibles. Mais en réalité, sinon, on commence tout de suite le travail de qualifier, dire le droit. Et je crois que ce premier contact avec un professionnel du droit, il est extrêmement important parce que même si on n'est pas là pour juger ce qui s'est passé, on est quand même là pour rappeler. C'est très important souvent pour les victimes de violences sexuelles et sexistes que la personne qui leur a fait ce qu'elle leur a fait n'avait pas le droit de le faire. Et c'est d'autant plus important dans le cas de violences intrafamiliales. Parce qu'en général, c'est aussi une personne qu'on a aimée ou qu'on aime toujours. Et donc, à ce moment-là, avoir la frontière du droit et du juste pour expliquer que peut-être, mais ce qui s'est passé la personne n'avait pas le droit de le faire, ça aide à se positionner. Parce que souvent, on est en face de victimes qui ressentent de la culpabilité, très paradoxalement. Enfin, ça fait partie des mécanismes. Donc ensuite, comme le disait Aurélia Huot, on n'est pas censé, on ne fait pas de permanence pour avoir des clients. En aucune façon. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille. D'abord, souvent, des clients, on en a même beaucoup, on a beaucoup de dossiers, donc c'est du travail qu'on prend à côté. Et le but n'est pas de faire
je sais pas, le rabatteur de clients en aucune façon. Cela étant, dans le cas des violences sexuelles et sexistes, c'est important souvent pour la victime de ne pas avoir à répéter, parce qu'inévitablement elle va avoir à le faire, mais de ne pas avoir à répéter à trop d'interlocuteurs différents ce qu'elle a subi. Par ailleurs, la démarche d'être allée à la permanence, si elle rencontre quelqu'un, un avocat, une avocate en qui elle a confiance, avec qui le premier lien s'établit, c'est bien sûr important de pouvoir pérenniser ce lien-là et poursuivre ensuite le traitement du dossier dans le cadre du cabinet et en se chargeant de la défense des intérêts de la personne. Et donc, c'est pour ça qu'existe ce filtre que vous décrivez, Aurélia, du droit de suite. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que si vous êtes amené à orienter des personnes vers les permanences, ce n'est pas pour aller chercher un avocat. Chaque personne demeure libre, si elle s'est sentie à l'aise ou pas, et d'ailleurs c'est valable pour l'avocat aussi, d'analyser s'il doit y avoir une poursuite ensemble. Mais en tout cas, c'est possible, c'est un point de rencontre et ce sera possible de manière pas compliquée du tout. Et en tout cas, ce n'est pas à la personne de prendre en charge la petite démarche qui consiste à écrire à l'ordre. En plus, c'est l'avocat qui le fait. Donc voilà. Moi, je pense en avoir à peu près terminé sur ce que je voulais vous dire. J'espère, je pense que le lieu n'est pas trop de vous parler des procédures devant le juge aux affaires familiales. Simplement, juste dans les violences sexuelles et sexistes, souvent, il y a toutes les procédures en même temps. Donc ça, c'est voilà. Si vous avez des questions, peut-être sur ces points plus particuliers, je pourrais développer. Voilà, mon message, c'est ça, c'est réflexe avocat. Et puis communication des bonnes informations et des lieux, parce que très concrètement, c'est vrai que ce sont des informations précieuses et essentielles qu'on n'a pas forcément. Et je vous remercie.